Maintenant, je voudrais aborder la problématique de la reconnaissance. Que faire pour assurer le maintien de la stabilité, de la légitimité de l'État multinational? Ma réponse est qu'il faut une politique de la reconnaissance des nations sans État. Sans cette reconnaissance, l'instabilité, la légitimité et la viabilité d'États multinationaux sont compromises. Voici un premier argument qui justifie l'adoption d'une politique de la reconnaissance des nations non souveraines. Les peuples formant des nations souveraines doivent, pour agir vraiment comme des États souverains, c'est-à-dire pour exercer vraiment les prérogatives d'États souverains, être reconnus par la communauté internationale. Sans cette reconnaissance, pas d'accords bilatéraux, pas de participation des instances supranationales, pas d'entente commerciale véritable avec un grand nombre d'autres pays, et donc pas vraiment d'exercice du droit à l'autodétermination externe. Il devrait a fortiori en être de même alors pour les nations sans État souverain dont la population se trouve au sein d'une nation-État. Elle devrait, elle aussi, être reconnue par la nation-État pour être en mesure d'exercer pleinement leur droit à l'autodétermination interne. Voici un deuxième argument expliquant pourquoi il nous faudra adopter une politique de la reconnaissance des peuples sans État souverain. Les individus ont besoin eux-mêmes de reconnaissance. Charles Taylor a d'ailleurs montré le parallèle entre la lutte des femmes, qui est une lutte en partie pour la reconnaissance, et la lutte des peuples dans son texte The Politics of Recognition. Et Axel Honneth a approfondi cette idée. Il existe selon lui 3 niveaux de reconnaissance à l'échelle individuelle. L'amour prodigué dans la vie privée renforce la confiance en soi des individus. Le système de droits et libertés mis en place à l'échelle de la société renforce le respect de soi, à savoir le sens de sa propre dignité. Et le milieu du travail, enfin, renforce l'estime de soi, le sens de sa propre valeur. Si les individus ont besoin de reconnaissance, alors ils devraient en être, de même pour les nations non souveraines. Donc, le fait qu'on ait besoin de la reconnaissance à titre individuel nous force à admettre qu'il devrait y avoir aussi un besoin de reconnaissance à l'échelle collective. Fournir un troisième et dernier argument. Il est problématique d'exiger que le peuple qui ne dispose pas d'un État souverain renonce à la souveraineté, que ses membres accordent une allégeance et une loyauté à la nation souveraine dans laquelle ils se trouvent, et en plus qu'ils acceptent que leur peuple ne soit même pas reconnu par la nation-État dans laquelle ils se trouvent. C'est ça qui est une source d'instabilité et de perte de légitimité pour les nations-États qui ne pratiquent pas une politique de reconnaissance à l'égard des nations se trouvant sur leur territoire qui n'ont pas d'État. Ce sont là des arguments très importants qui peuvent en convaincre plusieurs, mais nous faisons immédiatement face à plusieurs objections. Est-ce que la reconnaissance des peuples sans État revient à souscrire au communautarisme, c'est-à-dire à la reconnaissance non seulement d'un groupe ou d'une communauté, mais bien aussi de ses croyances, valeurs et finalités? L'idée est que ce sont celles-ci qui cimentent le lien communautaire. Si on croit que le lien communautaire, qui a fait d'un groupe un peuple et non une simple collection d'individus, c'est un ensemble de croyances, de valeurs et de finalités, à ce moment-là, reconnaître un peuple, c'est reconnaître un ensemble de croyances, de valeurs et de finalités. Or, il ne s'agit pas de reconnaître les croyances, valeurs et finalités, et donc les mythes, les mœurs et les espoirs de la minorité, car ceux-ci font partie d'un caractère de culture, alors qu'il s'agit de reconnaître les institutions de la nation minoritaire en tant que structure de culture. Il ne s'agit pas non plus de favoriser le remplacement des principes constitutionnels par des principes admis au sein de la communauté. Ceux qui entretiennent la peur du grand remplacement vivent une appréhension qui n'est pas fondée. Il n'existe pas en Occident de parti politique défendant une telle idée dans leur plateforme électorale. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'on puisse avoir affaire à un véritable remplacement des valeurs minoritaires qui se substitueraient
aux valeurs admises par la majorité. Cela ne conduit pas non plus au séparatisme. En effet, si on admet le pluralisme identitaire, il n'y a pas de raison de penser que la reconnaissance d'une nation sans État souverain conduit à du séparatisme. Parce que les membres de la nation peuvent être, tout en étant reconnus, des membres de la nation-État dans laquelle ils se trouvent. On peut entretenir une identité communautaire tout en conservant notre identité républicaine. Les sondages menés en France laissent entendre que pour plusieurs musulmans, les valeurs de la communauté sont jugées supérieures aux valeurs de la société englobante dans laquelle ils se trouvent. N'est-ce pas un problème? Ici, la crainte repose sur la confusion entre ce qui est jugé important pour soi-même et ce qui est jugé important à l'échelle de la société. Une personne qui accorde dans sa vie ou dans sa communauté une importance accrue à l'expérience religieuse peut en même temps admettre que, à l'échelle de la société dans l'ensemble, elle doit être gouvernée par des principes laïques. Alors, c'est pas parce qu'on accorde plus d'importance à des principes, par exemple, religieux, qu'il faut pour autant conclure qu'on est volontairement engagé dans le projet de remplacer ou d'accorder plus d'importance à l'échelle de la société à ses croyances plutôt qu'à des valeurs laïques. Est-ce que c'est du collectivisme que d'admettre des droits aux peuples qui n'ont pas d'État? Est-ce que les droits collectifs du peuple sans État l'emportent sur les droits individuels, et en particulier sur les droits individuels de ses propres membres? La réponse, cette fois-ci, peut être que l'objectif est de rechercher un équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs sans les hiérarchiser. S'agit-il quand même d'une conception autocratique quand on parle des droits réclamés par le peuple ou des intérêts entretenus par le peuple? Qui détermine ces intérêts et ces droits? Autrement dit, est-ce que les intérêts du peuple sans État sont déterminés, par exemple, par une élite? A-t-on affaire, donc, à un peuple autocratique? La réponse est que rien ne nous contraint en ce sens, même s'il faut distinguer les intérêts du groupe et les intérêts des membres. Prenez par exemple un orchestre symphonique. L'intérêt de l'orchestre est distinct de l'intérêt des musiciens. Il peut même arriver que des limitations raisonnables soient imposées aux membres de l'orchestre au nom de la préservation des intérêts de l'orchestre en tant que groupe. Une approche autocratique ferait ensuite reposer l'interprétation des intérêts de l'orchestre sur les épaules, par exemple, du directeur artistique. Mais la distinction entre les intérêts de l'orchestre et les intérêts des membres de l'orchestre demeure même lorsque ce sont les membres qui déterminent démocratiquement quels sont les intérêts de l'orchestre. Les membres peuvent parfois démocratiquement choisir de s'imposer des restrictions salariales pour assurer la survie de l'orchestre. Alors, qu'est-ce que la reconnaissance? J'ai pour le moment juste argumenté en faveur d'une politique de la reconnaissance, mais de quoi s'agit-il? Une théorie de la justice doit incorporer non seulement des principes de justice distributive, qui transfèrent la richesse des plus riches vers les plus pauvres, elle doit inclure aussi des principes de justice impliquant la reconnaissance. Mais en quoi consiste la reconnaissance? Il peut s'agir d'une politique de la contrition, de la commémoration ou de la réparation symbolique. On songe par exemple à une communauté vérité, réconciliation. C'est une forme de reconnaissance des peuples minoritaires. On cherche à se réconcilier avec eux et à faire contrition pour ce qui s'est passé historiquement. On songe aussi à l'éthique reconstructive de Jean-Marc Ferry. Cette approche, cependant, est essentiellement tournée vers le passé et n'a qu'une portée symbolique. Elle devrait avoir une incidence sur la réalité actuelle. Mais on peut aussi concevoir cette politique de reconnaissance comme celle autorisant qu'il y ait une conversation constitutionnelle permanente entre le peuple sans État et le peuple disposant d'un État. Qu'il s'agisse d'une simple prise en compte et du dévoilement des intérêts de la minorité, tel que l'entrevoit James Tolley, d'une approche plutôt dialogique, telle que revendiquée et promue par
Charles Bladberg, ou d'une négociation, telle que l'entrevoit Charles Taylor, voire d'une pratique de démocratie délibérative, comme le propose Simone Chambers. Ce genre de reconnaissance peut nuire toutefois à l'autodétermination des peuples autochtones. La conversation peut ne jamais aboutir à une réforme constitutionnelle digne de ce nom. Elle peut faire entrer le peuple dans un carcan juridique qui ne lui permet pas de s'autodéterminer. La politique de la reconnaissance doit donc être une politique de l'empowerment, une politique de l'habilitation, qui rend possible l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple. Un peu comme la reconnaissance internationale pour un peuple souverain l'habilite à exercer les prérogatives d'un État souverain. Donc, cette politique de l'empowerment ou de l'habilitation, c'est une politique de la facilitation du développement économique, social, culturel et politique de la nation sans État. Comment peut-on favoriser cet empowerment? La politique de la reconnaissance, et là ici j'entre vraiment dans la substance de ce qu'est une politique de la reconnaissance des peuples sans État, doit être une politique de la différence identitaire et institutionnelle. Les politiques adoptées initialement dans les années 1960 étaient des politiques antidiscriminatoires, des politiques colorblind. Aux États-Unis, par exemple, Martin Luther King espérait qu'on ne fasse pas de différence de traitement aux personnes ayant différentes couleurs de peau. Au Canada, le responsable des affaires autochtones, Jean Chrétien, déposait en 1969 à la Chambre des communes un projet de loi, un livre blanc, préconisant l'assimilation des citoyens autochtones aux autres citoyens canadiens. Progressivement, cependant, on a adopté des politiques de discrimination positive en faveur des femmes. On a reconnu le mariage entre conjoints de même sexe. On a reconnu des droits aux peuples autochtones. On a de plus en plus tenu compte du fait que les Noirs américains étaient porteurs d'une culture et d'une expérience historique d'origine africaine et qu'à ce titre, ils formaient aussi un groupe culturel distinct, les Afro-Américains. L'une des auteurs principales au sein de ce courant, comprenant la politique de la reconnaissance comme une politique de la différence, c'est Iris Marion Young, dans son livre « Justice and the Politics of Difference ». Plusieurs ont cependant accepté ces nouvelles orientations différentialistes, pourvu qu'elles prennent la forme de mesures provisoires et donc transitoires, et ne modifiant par conséquent pas les principes universels de liberté et d'égalité des individus. Il est toutefois vite apparu que l'on ne pouvait pas aussi facilement subordonner l'approche différentialiste, et la raison en est que les différences sont des différences identitaires. Le féminisme a mis en évidence l'effacement de la femme sur les plans de la représentation politique, de la reconnaissance de leurs contributions spécifiques sur le marché du travail, et non seulement au sujet des problèmes de redistribution économique. L'occultation épistémique est celle d'une identité de genre distinct. Il en va de même de l'identité LGBTQ. Tout comme de l'identité autochtone et de l'identité afro-américaine. La politique de la différence, comprise comme une politique de la différence identitaire, ne pouvait plus être déconsidérée au point d'être subordonnée à des principes abstraits de liberté et d'égalité. Pour donner de la substance aux principes universels, il ne faut pas se contenter de simples lois qui tiennent compte des différences. Il faut constitutionnaliser les principes affirmant l'égalité des hommes et des femmes, les droits des LGBTQ, les droits des peuples autochtones et les droits du groupe culturel afro-américain. Il semble cependant, en première vue, que cette approche, qui est non seulement différentialiste, mais qui est différentialiste et identitaire, et qui par conséquent préconise en quelque sorte de hisser les lois et principes gouvernant la politique de la différence au statut de principe constitutionnel, il semble bien que cette approche soit à première vue une approche qui nous contraint à l'essentialisme,
c'est-à-dire qu'elle semble nous forcer à postuler une identité fixe et réifiée de l'identité. Or, plusieurs autrices, telles que Judith Butler, principalement, ont été amenées à reconnaître le caractère fluide de l'identité. Celle-ci est en transformation constante. C'est vrai de l'identité de genre et c'est vrai aussi des identités autochtones et afro-américaines. Or, pour plusieurs, ce caractère fluide ruine la possibilité de constitutionnaliser les principes d'une politique de la différence identitaire. Alors, que répondre à cette objection? Eh bien, les identités dont il est question peuvent être politiquement pertinentes dès lors qu'elles sont malgré tout durablement présentes dans l'espace politique. Tel est le propre de l'identité institutionnelle. Malgré son caractère fluide, l'identité institutionnelle est assez stable pour changer lentement et donc pour pouvoir figurer dans un texte constitutionnel et avoir une durée aussi longue que la durée d'un texte constitutionnel. Les changements opérés au sein d'une identité institutionnelle sont graduels et relativement lents au point de pouvoir être de même durée que la durée d'une constitution. Inversement, en dépit de leur portée universelle, les constitutions sont des arbres assez vivants et assez flexibles pour pouvoir être progressivement modifiés afin de s'adapter aux faits contingents et culturels des identités institutionnelles. Alors, en terminant, je voudrais préciser quels sont les avantages de la théorie proposée. Sur le plan collectif, la théorie proposée permet non seulement de rendre compte de la diversité du phénomène nationalitaire, du pluralisme identitaire, mais aussi du caractère dynamique de l'identité. Et aussi, elle permet d'envisager de les respecter. La diversité, bien, une nation organisée en État peut prendre la forme d'une nation civique, mais elle peut prendre aussi la forme d'une nation multisociétale et être amenée à reconnaître des nations ethniques, culturelles et sociopolitiques. Et les nations peuvent être aussi multiterritoriales et diasporiques. Pluralisme identitaire. Les citoyens peuvent avoir plusieurs passeports et plusieurs nationalités. Ils peuvent, en tant qu'immigrants, avoir des liens avec leur communauté d'origine et leur communauté d'accueil. Ils peuvent enfin avoir, en tant que citoyens, une identité, par exemple, autochtone, québécoise et canadienne, tout à la fois. Une identité acadienne et canadienne, catalane et espagnole, corse et française, maghrébine et française, etc. Enfin, le caractère dynamique de l'identité. On peut, par exemple, reconnaître les droits ancestraux des peuples autochtones tout en admettant que ces droits puissent être constamment réinterprétés. Plusieurs ont, à une certaine époque, proposé de moderniser la reconnaissance des identités autochtones, car leurs droits ancestraux leur donnaient seulement droit au maintien de certaines pratiques pré-contact, telles que la pêche et la chasse. Mais on était disposé à leur accorder de nouveaux droits seulement à la condition qu'ils acceptent en retour d'éteindre leurs droits ancestraux. De plus en plus, il apparaît maintenant essentiel de maintenir leurs droits ancestraux tout en acceptant de les redéfinir constamment. Cela constitue un bel exemple de reconnaissance du caractère dynamique de l'identité.